Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera Varan, certificat, turbo, produits de bourse avec Léa Gézéquel. Bonjour Léa. Bonjour Thibaut. Vendeuse, Société Générale de produits de bourse. Alors il ne me reste plus qu'à vous présenter nos invités autour de la table. Alors nous avons Dorian Abadi, meilleur taux placement, analyste. Bonjour Dorian, merci d'être avec nous. Bonjour. Nous avons Bruno Jaouen. Vous êtes responsable de la gestion action chez SG29 Haussmann, la société de gestion du groupe Société Générale. C'est bien ça? C'est un long intitulé, mais c'est exact. Bonjour Bruno. Jean-Luc Hussac, fondateur, formateur, trader, Perceval Finance. Merci Jean-Louis d'être avec nous. Bonjour tout le monde. Alors, il ne me reste plus aussi qu'à vous dire que nous allons évoquer cette semaine, alors Nvidia, le Nikkei, le CAC 40, les certificats à capital protégé, une nouveauté Société Générale, une stratégie Ferrari, Short, Stock 600, Total et Sodexo. Alors c'est parti avec la première rubrique, on refait la semaine. On refait la semaine. Alors pour commencer, Bruno Jaouen, vous allez nous parler d'Nvidia. Alors c'est la grande histoire de cette année, hein. Enfin, de l'année dernière aussi. C'est ça. Donc Nvidia, le marché attendait les résultats de Nvidia la semaine dernière. Et puis on n'a pas été déçus parce que sur les résultats, le cours a progressé de 15%. Tout de suite, le jour même? Le jour même sur la publication. Et pour rappel, Nvidia, c'est 240% de performance en 2023. C'est 60% de performance depuis le début de l'année. Donc le rythme a tendance à s'accélérer même cette année en fait. Ça s'est accéléré cette année, exactement comme on peut le voir sur le graphique. Et du coup, Nvidia est devenue la troisième plus grosse capitalisation boursière au monde, devant Google, Facebook et Amazon, avec 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc ça, bien sûr, c'est la conséquence de la thématique de l'intelligence artificielle. Puisque Nvidia fournit des cartes graphiques avec une capacité de calcul très importante qui sont très utilisées pour le développement de l'intelligence artificielle. Ouais. Des résultats exceptionnels, Bruno Oui, tout à fait. Les résultats étaient exceptionnels. Nvidia a publié un chiffre d'affaires record sur le dernier trimestre de l'année à 22 milliards de dollars, quand le consensus attendait 20 milliards. C'est une progression du chiffre d'affaires de 22% sur le trimestre. Et c'est tiré par la demande des data centers. La demande des data centers est en hausse de 27% sur le trimestre. Et sur un an, c'est plus de 400% de hausse. Donc c'est juste phénoménal. Qui plus est, la société a annoncé de belles perspectives pour le prochain trimestre, puisqu'elle annonce une hausse de son chiffre d'affaires encore de 9% sur le trimestre, qui atteindrait les 24 milliards de dollars, là où le consensus attendait 22 milliards de dollars pour le premier trimestre de cette année. Et de plus, la société a indiqué qu'il ne fallait pas s'attendre à des corrections d'inventaire, sachant que ces produits étaient beaucoup plus demandés qu'ils ne seraient offerts. Donc Nvidia s'est très bien comporté sur l'annonce des résultats, plus 15%. Nvidia, ça se paye 30 fois les résultats 2024, avec des bénéfices attendus en hausse de 80% sur l'année, pour la troisième plus grosse capitalisation boursière mondiale. Vous nous avez dit tout à l'heure 22 milliards de chiffre d'affaires sur le trimestre. Donc des prévisions pour l'ensemble de l'année de chiffre d'affaires qui sont aux alentours de 80, 90. C'est ça, 24 milliards le prochain trimestre. Donc entre 90 et 100 milliards de chiffre d'affaires pour l'année. Ça donne un peu le vertige, les multiples de capitalisation là, non? En termes de non, c'est raisonnable pour les entreprises technologiques? Enfin, la raison, on ne sait pas si c'est le bon terme. Mais quand on anticipe une croissance de 80% des bénéfices sur l'année, le PE fin 2024 ressort à 32, 33. On peut regarder le graphique suivant où on a un tableau reprenant les chiffres de croissance des bénéfices de Nvidia et d'autres intervenants du secteur. C'est vraiment la thématique de l'intelligence artificielle qui tire les marchés actuellement et depuis un an. Mais il faut voir qu'il y a de la croissance des bénéfices en face. On n'achète pas que du rêve. C'est pas totalement
vertigineux quand on voit AMD à 51 fois le price earning sur 12 mois, c'est 33, ça reste presque raisonnable. Hein. Je mets des guillemets parce que c'est quand même très très cher. C'est presque raisonnable, mais avec encore des croissances de bénéfices attendus très fortes. Exactement, très intéressant. Nvidia, on avait vu sur le graphique qu'elle avait légèrement baissé, il y avait comme une certaine prudence avant la publication, et puis le jour de la publication, ça a explosé. Il y a des gens qui prenaient leurs bénéfices. Quelle est la réaction du marché pré-résultat, comme ça, quand on voit l'action qui descend? Il y a eu beaucoup d'attentes sur les semaines précédentes et puis quelques jours avant, ça redescend. Alors quand on a une progression de 240% sur l'année dernière et à l'époque de la publication de déjà 40% sur la valeur, effectivement, quelques jours avant la publication, il y a des investisseurs qui se retirent un petit peu, préfèrent prendre des bénéfices. Plutôt que de prendre le risque. Plutôt que de prendre exactement. Sachant que la volatilité du titre est quand même très importante. Et donc, sur une mauvaise publication, le cours peut très bien recéder de 20%. Ah oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Bruno. C'était très intéressant. Nvidia, la belle histoire de l'année dernière qui semble continuer. Donc, le Nikkei, grosse actu. Bien bougé hein, la semaine dernière. Vous aviez fait une analyse sur le Nikkei oui, alors, il y a quelques temps, il y a quelques jours. C'est ça. On reste sur un sous-jacent particulièrement volatile puisque vis-à-vis du graphique qu'on a sous les yeux, donc le Nikkei, le principal indice boursier japonais, a battu ces derniers jours son record historique de décembre 1989. C'est fou. C'est monstrueux. On est au-dessus des 39 000 points. C'est 28% de hausse l'an dernier, 17 en 2024, c'est-à-dire sur les seuls 2 premiers mois de l'année. Donc voilà ce nouveau record historique. Alors, ça fait vraiment figure d'ovni au milieu des différents indices boursiers internationaux parce que même si la plupart ont récemment battu leur record, on n'a pas une telle volatilité sur le S&P ou sur le CAC par exemple. Alors il y a plusieurs raisons à cela, mais la principale c'est le fait que la BOJ, la Banque centrale japonaise, contrairement à ses homologues américaines et européennes, maintient aujourd'hui encore un taux d'intérêt négatif, un taux directeur à moins 0,10, là où on est à 5,25, 5,50 côté américain et au-delà de 4 côté européen. Alors parce qu'ils sortent de 30 ans de déflation, ils retrouvent un peu d'inflation depuis quelques mois au Japon, ils ne sont pas pressés de la calmer, loin de là. Elle est inférieure à ce que l'on peut connaître en Occident. Donc on a des taux négatifs qui stimulent également la faiblesse du yen japonais par rapport aux autres devises internationales comme le dollar et l'euro. Donc pour les investisseurs que nous sommes, étrangers vis-à-vis du Japon, les entreprises japonaises de grande qualité retrouvent un certain attrait. On les connaît assez mal en fait en France et plus largement en Occident. On connaît surtout Toyota, Sony, Nintendo, peut-être Suzuki ou SoftBank. Mais globalement, on connaît assez mal les mastodontes, les 225 que compose l'indice boursier japonais. Et c'est assez révélateur de l'un des attraits retrouvés pour le Nikkei en ce moment, c'est que les portefeuilles, aussi bien institutionnels que de particuliers, sont sous-pondérés, très fortement sous-pondérés en actions japonaises. Et au moment où on boude la Chine, l'économie, mais surtout la bourse chinoise sont au tapis, on s'oriente plus dans la région Asie-Pacifique, vers le Japon ou la Corée du Sud. On le voit avec l'émergence d'ailleurs de différents ETF qui sont Asie ou Asie-Pacifique, ex-China, donc hors Chine. Certains existaient mais retrouvent des flux de capitaux assez importants. Donc tout directeur négatif, faible yen, des entreprises de grande qualité, sous-pondérées au niveau international. Et puis on a aussi des raisons un peu plus structurelles, des lois qui ont été passées ces dernières années, notamment par un ancien Premier ministre, Shinzo Abe, qui a redonné un peu de ses lettres de noblesse à la gouvernance et surtout à la transparence, ce qui manquait cruellement aux entreprises au Japon. Donc pour toutes ces raisons, voilà, on retrouve un réel attrait, une volatilité monstre sur le Nikkei en ce moment. Là, il faut se dire qu'on est en unité temps mensuelle, hein, c'est-à-dire que chaque chandelier représente un mois d'évolution. On voit très nettement les 2 derniers en cours, janvier-février, 17% à nouveau de hausse depuis le 1er janvier. Et de notre côté, alors, chez Meilleur Taux Placement, on en a un petit peu en mandat de gestion, en gestion pilotée. Mais à l'image de ce que l'on fait sur les actions, on dit qu'il faut être investi dessus, mais de manière très très prudente. C'est-à-dire qu'on est pratiquement au plus bas en fait sur nos poches actions en ce moment sur nos différentes gestions pilotées. Ah oui. C'est le cas notamment du Japon. C'est-à-dire qu'on est investi certes, mais de manière très prudente, et notamment de sorte à pouvoir renforcer le jour où ça baisse un petit peu, parce que voilà, on dit que tout le monde l'attend cette baisse, mais elle n'arrive pas. Exactement. Hein. Au plus haut, on bat les records. On dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, c'est peut-être le cas là des. On va peut-être en parler aussi avec Jean-Louis. Donc Nikkei, très positif. Ouais. Bruno avec Nvidia, extraordinaire. Le CAC, c'est à peu près la même chose.
Non, Jean-Louis? Que dire de plus? Que dire de plus? C'est-à-dire que, oui, le CAC 40, il a fait un nouveau plus haut historique. On est enfin sorti de manière assez nette de ce range qu'on avait depuis presque un an. Je pense qu'il y a eu plusieurs catalyseurs. Il y a eu ASML en Europe qui a déclenché une impulsion. Elle a explosé à la hausse. Et puis derrière, il y a eu ce que j'appelle le gap LVMH, quoi. Le jour où LVMH est envolé, et on voit ce gap extrêmement important qui a, je pense, pris à la gorge les vendeurs à découvert. J'imagine qu'il y en a toujours. Donc, et puis ça a changé la vision des choses. Tout le monde était plus ou moins négatif sur LVMH, en tout cas méfiant. Moi, j'avais vu avant encore Bernard Arnault, on achetait, et il a jamais cessé d'acheter, sauf dans les périodes où il n'a pas le droit de le faire. Bon, là, le marché est reparti, en effet. Alors, on ne peut pas dire que les volumes soient très importants. Les marchés, quand même, anticipent vraiment le verre plein, pas à moitié plein, mais plein. C'est-à-dire que tout va bien, que tout irait potentiellement bien. La volatilité implicite, elle ne traduit pas cependant une complaisance, vous voyez, comme on a connu en fin 2019. Non. Donc il n'y a pas cette vulnérabilité potentielle dans la construction du marché. C'est ça qui est incroyable. Parce que les gérants sont acheteurs d'options, d'abord d'actions, mais d'options aussi, alors qu'à l'époque, ils étaient vendeurs de poudre, ils ne savaient plus quoi faire, ils avaient un manque d'idées, etc. Tandis que là, on a tous les jours presque des cibles potentielles positives comme, hier il y avait Bouygues, il y avait l'autre valeur qui a boosté hier, c'était GTT par exemple. Alors ils sont allés sur ces valeurs. Et cette accélération à la hausse, là, on est presque aux 8000, on a dépassé les 8000 quasiment. Est-ce que ça doit être un motif d'inquiétude? Est-ce que ça doit être un motif de prudence? Est-ce que techniquement on a un signal, on a un objectif? On ne sait plus très bien où on va maintenant qu'on a dépassé ce range auquel on était habitué depuis un an. Ouais, pour moi, Thibaut, si vous voulez, le problème n'est pas le prix, c'est la construction. Ça peut valoir 8000, 9000, 6000. Ce qui compte vraiment, c'est comment ce marché est construit. Vous savez, l'utilisation des outils dérivés, des produits dérivés, notamment les options, qui ont une part très importante, peuvent être sur des catalyseurs positifs ou négatifs, des amplificateurs de mouvement extrêmement importants, avec derrière un effet domino où il faut gérer le delta à la baisse, etc. Alors quand ce delta est géré à la baisse, dans la baisse est géré par des acteurs comme moi qui n'auraient pas les algos nécessaires pour aller vite, ou les gérants même qui n'ont pas ce qu'il faut, où on va prendre peut-être des décisions un peu retardées, parfois sous des contraintes. Les market makers, eux, c'est algorithmé, c'est rapide, c'est immédiat. Donc tant que ce sont eux qui sont vendeurs d'options, il n'y a pas de problème, si vous voulez. Donc c'est pour ça que ce marché est plutôt bien construit. On est acheteur puisqu'on a une vol à 11, souvent entre 11 et 12. C'est bas, mais c'est pas 10, c'est pas 9. Vous voyez. Et puis je vous dis, la manière dont, vu la hausse, on pourrait être avec des vols beaucoup moins importantes que ça. L'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'un repli de 4-5%, 4%, en général, c'est 3,5%. C'est dans des phases de hausse classique sur le long terme, c'est déjà, il faut acheter. Là, on pourrait dire, par exemple, écoutez, voilà, sur 7580, si jamais on avait un retracement, même à partir de 7640, on aurait une tendance haussière qui serait de toute façon pas remise en cause, et ça serait à toutes choses égales par ailleurs, ça serait intéressant d'acheter. Donc un repli sur le 7600 pourrait constituer une bonne opportunité pour une reprise parce que le mouvement global n'est pas... Aujourd'hui, on pourrait... Enfin, j'ai presque envie de dire, mais je ne l'ai jamais dit jusqu'à présent, je ne pense pas que le marché puisse poursuivre. Voilà, ça c'est une phrase. Ah, mais c'est non, ça. Excusez-moi. Mais on arrive où là? On arrive à... C'est exactement ce que je voulais entendre. Enfin, on a envie d'entendre ça. On a envie d'entendre. Est-ce que ça va s'arrêter? Je ne l'ai pas dit jusqu'à présent. Moi, j'ai envie de dire ça aujourd'hui parce que les résultats de toutes les sociétés sont sortis, quasiment. Tout le monde, il y a un consensus aujourd'hui, un consensus entre guillemets, mais tout le monde s'est dit qu'après tout, les taux souverains commenceront à baisser au mois de juin. Bon, alors au début, c'était mars, on ne savait plus trop, mais voilà. Aujourd'hui, on va dire juin. Ça ne choque personne, donc il y aura peut-être même une attente positive un peu avant
une spéculation plutôt dans l'idée que bon, bah, ça va se faire, donc tout va bien. Mais on pourrait passer par une phase d'arrêt, je pense, quand même. Là. Respiration. Oui, alors il y a peut-être des produits qu'on pourrait acheter, investir sur l'idée que on ne va pas faire les 8000, pourquoi pas? Parce que justement, tout le monde l'attend. Donc quand tout le monde l'attend, ben, 9 fois sur 10, ça ne se fait pas. Donc ça pourrait être une possibilité. Donc il n'y a pas encore, si vous voulez, d'indication que le marché puisse reculer fortement. On a, depuis les résultats d'NVIDIA, alors déjà un peu avant, on a le SP500 qui commence à marquer une petite pause. Hein, on voit qu'il a du mal à avancer, à trouver des catalyseurs, des nouveaux catalyseurs. Le CAC 40, bon, bah, il s'est envolé encore une fois, mais c'est là où on peut se dire peut-être que ça va coincer. Parce que c'est quoi le moteur maintenant qui pourrait nous amener plus haut, quoi. Voilà, c'est la grande question, elle est là. Il n'y a que le DAX qui est incroyable, qui n'arrête pas de monter. Mais il a les dividendes, lui. Non, mais là, dans la période, dans la période courte, il n'y a pas de dividendes. Et il a progressé incroyablement. Merci beaucoup, Jean-Louis. Très intéressant, très instructif. On va passer à la rubrique suivante avec le zoom sur. Le zoom sur avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui va nous présenter un produit qui permet de répondre à la question comment profiter de la hausse du marché tout en protégeant une partie de son capital. C'est un peu miraculeux. Ce sont les certificats à capital protégés. Voilà, ça, vous avez presque tout dit, Thibaut. Oh, excusez-moi, je suis rien désolé. à faire. Ces produits, effectivement, sont relativement... Enfin, il y a plein de choses à comprendre dessus, mais sont quand même relativement simples dans la promesse à laquelle ils répondent. Donc c'est vrai qu'ici, sur ce plateau, on parle très souvent de produits à effet de levier. C'est ce pourquoi les produits de bourse sont le plus connus, mais il faut savoir que ce n'est pas la seule famille de produits de bourse. On a aussi ce qu'on appelle la famille des produits de rendement, qui eux sont des produits d'un petit peu plus long terme, qui permettent finalement d'optimiser ce qu'on va appeler le couple risque-rendement qu'on peut avoir classiquement sur un sous-jacent tel une action. Et donc ces certificats à capital protégé s'inscrivent dans cette famille de produits de rendement et ils permettent effectivement de protéger tout ou partie de son capital à maturité du produit, tout en s'exposant à la hausse d'un sous-jacent. Alors ce sous-jacent, aujourd'hui la gamme est en pleine construction, donc ça ne cesse d'augmenter, mais on a déjà à peu près 70 produits sur actions et indices européens, américains, français, quelques références en énergie et métaux précieux. Et donc, grâce à ces produits, en fait, ça va vraiment être pour les investisseurs qui se disent « je pense que ça va monter et j'ai envie de profiter de cette hausse », mais en même temps, je souhaite quand même avoir un biais assez prudent et protéger tout ou partie de mon capital. Alors pourquoi tout ou partie? Parce que sur certains de nos produits aujourd'hui, 100% du capital est protégé à maturité, j'insiste, hein, c'est toujours à maturité que le capital est protégé. Si jamais on revend le produit avant l'échéance, on peut très bien avoir une valorisation qui est plus faible que le montant du capital protégé. Et on a aussi certains produits qui ne sont pas protégés à 100% du capital, mais par exemple à 90%. Donc ces produits-là vont être un petit peu plus risqués, mais vont potentiellement, du coup, offrir un rendement plus important. Et donc, sur ces certificats à capital protégé, donc il y a la version classique qui permet de protéger tout ou partie de son capital en profitant de l'augmentation potentielle intégrale d'un sous-jacent. Et il y a aussi à ces produits une version qu'on appelle capé, donc les certificats à capital protégé capé, qui vont fonctionner pareil, sauf qu'on va dire, par exemple, vous pourrez profiter de la hausse du sous-jacent sur 2 ans à la hauteur de 20%. Mais si jamais il fait 30%, vous serez capé à 20%. Et donc ces produits, pareil, sont bien sûr moins chers que les produits qui ne sont pas capés. Donc à chaque investisseur de savoir quel type de produit va lui correspondre le mieux en termes de scénario d'investissement. Sachant qu'aujourd'hui, les maturités vont de 8 mois à 2 ans et demi. Donc ce sont des produits qui sont de moyen terme. Particulièrement intéressant dans un contexte de marché actuel où on a des marchés qui sont quand même très élevés. On a quand même un phénomène FOMO, là, Fear of Missing Out, c'est-à-dire peur de participer à la hausse. Donc quand même un certain nombre de gens qui sont encore exposés, mais tout en se protégeant en partie contre le risque de perte en capital, ça me paraît être une idée intéressante. Voilà. Vous êtes d'accord, Jean-Louis? Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Donc là, vous êtes libre de commenter. Moi, je vais juste ajouter que donc, ces produits, comme vous l'avez compris, répondent quand même à une question qui
qui est très recherché, on va dire, de la part des investisseurs. Bien sûr, il y a toujours des inconvénients à un produit financier, tout n'est pas rose. Donc dans les inconvénients, il faut bien avoir en tête ce que j'ai dit, c'est que le capital n'est protégé qu'à maturité du produit. Entre-temps, le produit varie selon le contexte de marché. Donc on peut se retrouver, si au bout de 1 an, on veut sortir de son produit qui en fait a 2 ans de maturité, à pas avoir cette protection du capital. Et le deuxième inconvénient à ces produits, c'est que vous ne touchez pas les dividendes potentiels du sous-jacent sur lequel vous êtes investi. Un petit mot sur la construction, Léa. Ce sont des produits qui sont construits avec une obligation zéro coupon, c'est-à-dire qu'on investit, le montant investi par le client, par l'investisseur, est structuré avec une partie d'une obligation zéro coupon et l'autre partie dans un investissement optionnel qui permet de participer à la hausse du sous-jacent. C'est un produit intéressant structuré. Et c'est uniquement parce que les taux sont élevés que c'est possible en ce moment. Tout à fait. Ça se faisait beaucoup il y a des années quand les taux étaient à 12%, je me souviens, où il y avait des fonds à capital. Alors c'est pour ça que tout à l'heure je me disais, tiens, garantie, à l'époque il disait garantie. On dit protégé parce que le terme garantie n'est pas approprié. Voilà. Car il y a un risque sur l'émetteur du papier. C'est ça. Évidemment, si le groupe Société Générale a des difficultés, ce qui n'est pas du tout le cas. À l'époque, ils étaient moins regardants peut-être. Et donc, d'ailleurs, c'était la SocGen, moi je les avais rencontrés à l'époque, et le spécialiste m'avait dit, ah ben là, on va arrêter parce que les taux d'intérêt sont trop bas. Oui, c'est uniquement parce que les taux sont élevés que ce type de structuration est possible. Merci beaucoup Léa. Les renseignements, les brochures, etc. sont disponibles sur sgbourse.fr. sgbourse.fr. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la rubrique « Le coup de cœur des traders ». Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe de cette rubrique de l'émission. Chacun de nos invités, assis autour de la table, a 1 minute. Pas plus, pas 1 seconde de plus, pas 1 seconde de moins pour convaincre les 2 autres, pour déterminer s'il y a trade ou pas trade. Ils le diront avec leur petite raquette de ping-pong rouge ou verte pour dire s'ils sont d'accord avec le scénario qui vient d'être évoqué. Alors on va commencer avec Bruno. Bruno qui va nous présenter un scénario un petit peu alternatif. C'est un scénario long-short. On va mettre le chronomètre, il est déjà là. C'est à vous Bruno, 3, 2, 1, c'est parti. Oui, donc ce que je propose, c'est un achat de Ferrari contre une vente du Stoxx Auto 600. On a un Stoxx Auto 600 qui est au plus haut. 2023, c'était une très belle année pour les constructeurs automobiles, avec beaucoup de livraisons effectuées. Et ça, c'est la conséquence de la disruption de la supply chain post-Covid. Beaucoup de commandes initiées en 2022 ont été livrées en 2023. 2024, ça va se compliquer, sachant que c'était fait en temps noir post-Covid, il est terminé. De plus, vous avez un arrêt brutal des subventions électriques, à un moment donné où les constructeurs vont mettre beaucoup de nouveaux modèles électriques sur le marché. Dans le même temps, vous avez Ferrari qui a un carnet de commandes historique sur un record. De plus, Ferrari a temporisé ses livraisons sur le dernier trimestre de l'année, sachant que l'année a été faite, ses objectifs étaient réalisés. Donc là, je m'attends à une accélération du rythme de livraison, notamment sur les modèles les plus margés comme le Purosangue ou la Daytona SP3 à plus de 2 millions d'euros l'unité. Très bien. C'est fini? Voilà. Parfait. Merci beaucoup Bruno. Alors, messieurs, trade ou pas trade? Il n'y a rien à dire, là, c'est une super stratégie pour vous? Vous êtes tout à fait d'accord? Ferrari, évidemment, c'est une super boîte. Alors, moi, on ne parle pas des voitures, on parle de l'entreprise. Hein. L'entreprise en elle-même au niveau des fondamentaux. Moi, dans une autre vie, je l'avais recommandé au moment de l'IPO. D'accord. Et à l'époque, déjà, ça faisait débat. Et effectivement, depuis, le cours s'est envolé. Je pense que le groupe a totalement les moyens de ses ambitions. Et je suis beaucoup plus mitigé, par contre, pour le Stoxx 600. Donc, c'est une bonne idée, à mon avis, de le shorter. Bruno en parlait, on n'en est qu'au début des difficultés avec la fin du moteur thermique, la transition à l'électrique avec la concurrence chinoise, c'est le moins qu'on puisse dire en la matière, sans même parler de Tesla, mais juste les concurrents chinois. Donc je ne vois pas un avenir extraordinaire pour le Stoxx 600 et beaucoup plus pour Ferrari. Donc à mon avis, long Ferrari, short Stoxx 600, il y a quelque chose à faire. Le seul bémol, c'est que c'est peut-être un propos un peu plus de technicien que de bon père de famille, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas appliquer ce genre de stratégie. Mais pour ceux qui comprennent comment ça marche, oui, il y a sûrement quelque chose à faire. Oui. C'est étonnant de voir le ralentissement des ventes de voitures électriques qu'on a constaté sur les derniers trimestres, alors que des investissements majeurs ont été effectués par les constructeurs. Et la demande ne suit pas forcément au même rythme. C'est vraiment le contre-coup de l'arrêt des subventions. Dès qu'il n'y a plus de subventions, il n'y a plus de demande sur l'électrique. Jean-Louis, alors, cette stratégie? Oui, non, mais je n'ai pas de grosses convictions là-dessus. D'abord, je n'ai pas les connaissances, les bonnes connaissances du secteur. Donc,
Bon, vraiment, Ferrari, c'est Ferrari. Elle est quand même payée 40 fois les bénéfices, je crois, j'ai regardé. Il y a 54% de flottants aussi. Donc, c'est pas énorme. Donc, en effet, il peut y avoir des situations de rareté, hein, à la fois sur la marque Ferrari, à la fois sur les actions Ferrari, pourquoi pas. Et moi, j'aime bien les arbitrages de ce type-là, parce que je l'en avais proposé déjà précédemment, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus facile quand on fait une action contre une action, puisqu'on peut acheter, par exemple, un turbo call et un turbo put. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué, encore que, parce que je pense qu'il doit y avoir des produits sur le Stoxx auto, j'imagine. Il existe des turbo put sur le Stoxx 600 qui permet de mettre cette stratégie à profit avec un seul produit, enfin deux, une pour l'achat de Ferrari et l'autre pour... C'est pour ça que bon, c'est quand même pas c'est pas si compliqué. Pas si compliqué, très bien. Voilà, non, mais j'aime bien, oui, j'aime bien. L'unanimité, Bruno, je vous félicite. Non, et puis on peut pas le contredire, parce que la fois dernière, quand il était venu, il nous avait donné une valeur qui a explosé. Alors on est obligé de dire oui. Hein. On se méfie avec Bruno, ça marche très très bien. Écoutez, très intéressant, merci beaucoup Bruno. On va passer à Dorian Abadi, meilleur taux placement. Vous allez nous parler de Total. Oui. Total, classique. Classique, Hein. mais... On y va, on est prêt. 3, 2, 1, c'est parti, Dorian. Donc c'est une opération de très court terme, horizon 1 mois. Début février, le groupe a publié des résultats records, mais légèrement inférieurs aux attentes. Sanction immédiate, moins 3% pour la 4e capitalisation du CAC. Nous, on en a profité pour se replacer à court terme chez meilleur taux placement. Sur un gros niveau de support, globalement ce matin on est dessus, 58,50 à 59 €. C'est à la fois un niveau de long terme, horizontal, et cette courbe bleue, moyenne mobile de période 200 pour les plus techniciens. C'est notre point d'achat. Notre objectif 61,40, ça distingue à peu près 4% de hausse. Et puis alors pour les plus techniciens, on a ce triangle, ce qu'on appelle un triangle symétrique. Statistiquement, on est censé en sortir par le haut. Et donc on a trouvé en fait que la sanction boursière a été exagérée alors que le groupe a publié près de 20 milliards d'euros de résultats nets, de bénéfices nets au titre de 2023 en hausse de 4%. On a un Brent en parallèle qui rebondit bien depuis le début de l'année. Donc voilà, donc on pense que la sanction est exagérée et on table sur ce rebond avec un levier de 3,5 pour viser 15%. Bravo Dorian, merci beaucoup pour ce scénario. Jean-Louis, Bruno, qu'en pensez-vous? Trade ou pas trade? Tout le monde est d'accord Aucun débat aujourd'hui. Ouais. On va se venger sur Jean-Louis. Ah, non, mais Jean-Louis, dites-nous. typiquement, Dorian aurait rajouté, je propose long total, short CAC. J'aurais apprécié davantage. D'accord. Je peux te le ressortir pour ton trade d'après si tu veux. Ouais. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Total, c'est vrai, est incontournable, bien évidemment. On a un retracement caractéristique d'une situation exploitable à l'achat. Vous voyez, sur le plan technique, c'est comme ça que normalement on voit les choses. L'ampleur du retracement mérite, normalement déclenche, si vous voulez, un warning, déclenche une alerte qui dit, regardez ce qui se passe, peut-être qu'il y a une possibilité. Donc voilà, après, le triangle, oui, pourquoi pas. Pour moi, c'est un peu Quasimodo le triangle, mais ça dépend comment on va chercher ce qui nous intéresse après. Mais oui, mais c'est une très belle valeur, avec un bon rendement, etc., avec plein d'avenir. Bruno, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Parce que si tout le monde est d'accord, après c'est un peu compliqué. Alors non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là on est sur un support. Ce qu'on peut viser, c'est 62, 63 €, un retour sur ces niveaux-là. En plus, il y a un très gros dividende sur Total. On a combien de pourcents là sur Total? 6% même. Ouais. Alors, de souvenir, on va même passer à 7 parce qu'ils ont annoncé une augmentation du dividende le 7 février lors de la publication des résultats. C'est un dividende trimestriel, ce qui est relativement rare d'ailleurs au sein du CAC. Et on parlait un petit peu d'avenir. Ils jouent à plein la transition écologique. Sur 17-18 milliards d'investissements, il y en a 5 sur les ENR cette année, c'était déjà le cas les années précédentes. Donc, ça n'est pas que le pétrole, contrairement à ce qu'on peut penser intuitivement. Gros consensus pour cet achat sur repli sur Total. Merci beaucoup Dorian. On va passer à Jean-Louis Cussac. Vous allez nous parler de Sodexo. Le graphique est là, le chronomètre va s'afficher. Je regarde un petit peu derrière moi. C'est bon, 3, 2, 1, c'est parti Jean-Louis. Alors j'avais le choix entre un scénario défensif ou offensif. Offensif, ce sont des valeurs qui sont au plus bas, comme Eramet, où on se dit tiens, il y a des choses à faire, mais si elle est au plus bas, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Et là, j'ai pris un scénario plutôt défensif, puisque je suis méfiant sur le marché quand même. Et j'ai pris une valeur qui n'est pas sur son plus haut, mais qui a fait donc un spin-off.
qui est revenu un peu en arrière et qui se rapproche d'une zone d'achat sur repli. Tout ce qu'il y a de plus classique, avec des fondamentaux de qualité, une boîte Sodexo que tout le monde connaît. Hein. Vous vous rendez compte, c'est une très grosse société. Il y a 500 000 employés dans cette société qui est une multinationale. Et voilà, donc on a un consensus positif sur les fondamentaux. On a une situation de retracement. On cherche des idées d'investissement avec un risque modéré. Je pense que Sodexo, c'est vraiment la valeur à acheter vers 72. Très bien. Dorian. Ah, nous avons un contradicteur. Attendez, Dorian. Bruno est plutôt favorable à ce scénario. On va commencer par Dorian, allez-y. J'aurais préféré bien sûr que Jean-Louis nous propose long Sodexo et short sur un stocks consommation discrétionnaire par exemple. Non, plus sérieusement en fait, je connais mal les fondamentaux de l'entreprise et quand je connais mal, je m'abstiens. D'accord. C'est avant tout pour ça. Après techniquement oui, il y a cette idée de racheter, si ce n'est le support, en tout cas à proximité du support, donc pourquoi pas. C'est un petit nom. Un petit nom. Plus par mes connaissances. Par principe en fait, par esprit de contradiction avec Jean-Louis. Exactement. C'est un petit peu. Bruno, C'est un qu'est-ce qui vous plaît dans ce dossier? C'est un achat de pure trading là, à court terme, dans un marché qui est un petit peu suracheté à court terme. C'est vrai qu'elle a baissé, donc se positionner sur des valeurs, mais comme Total aussi, qui a eu sa petite phase de correction, c'est plus pour jouer effectivement un rebond de court terme en trading. Très bien, merci beaucoup. Là aussi, quasiment l'unanimité pour Jean-Louis, même avec un petit bémol par ici, sur ma gauche. Merci beaucoup Jean-Louis pour ce scénario sur Sodexo. C'est la fin de la rubrique Coup de cœur des traders, qu'on apprécie tous particulièrement parce que c'est le moment des débats. On passe maintenant à la rubrique À vos marques. Rubrique à vos marques, le quiz de fin d'émission avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, avec un quiz aujourd'hui sur la thématique de... Je ne sais pas. Hein. Effectivement. Quand les marchés s'emballent ou l'hystérie des marchés. Quand les marchés font n'importe quoi. Voilà. Oula. Ah oui, c'est disruptif. Hein. Sujet d'actualité. Vous allez voir, c'est des anecdotes au fur et à mesure de l'histoire des marchés où les marchés ont complètement déraillé, on peut le dire, sur des choses plus ou moins sérieuses et plutôt moins sérieuses que plus pour ce quiz. On rappelle les règles ? Oui, on rappelle les règles. Il faut attendre la fin de l'énoncé des réponses potentielles avant de buzzer sous peine de disqualification. C'est compris, Jean-Louis? D'accord. On y va avec la première question. Qu'est-ce qui a causé l'augmentation de 20% des obligations d'État britanniques en une seule journée en 1814? S'agit-il de la rumeur de la mort de Napoléon, du succès du livre Orgueil et préjugés de Jane Austen ou la naissance de la reine Victoria? La naissance de la reine Victoria. Non. C'est raté. La une. Oui, c'est la une, effectivement. En fait, le 20 février 1814, donc il n'existait pas encore les réseaux sociaux, les réseaux journalistiques développés qu'on a aujourd'hui, et de fausses rumeurs se propageaient extrêmement vite. Et en février 1814, c'est la rumeur de la mort de Napoléon qui se propage comme une traînée de poudre en Grande-Bretagne. Et là, la Grande-Bretagne se voit enfin débarrassée des guerres napoléoniennes, s'imagine un avenir économique radieux, et les obligations d'État flambent de 20% en une seule journée. Malheureusement, il n'a pas fallu longtemps pour que la vérité tarde à apparaître. Napoléon n'était pas du tout mort et le marché obligataire britannique s'effondre juste après. Quand vous voyez augmentation de 20%, vous avez trois possibilités. Au départ, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Mais vous avez la naissance de la reine, c'est un fait. Vous avez le succès du livre, c'est un fait. Et vous avez une rumeur. Vous prenez toujours la rumeur. Intéressant. Belle technique de mentalisme, Jean-Louis. C'est le biais comportemental. L'histoire est plus forte que son exécution. Un point pour Jean-Louis. La menace, si vous voulez, en termes d'échelle. Très intéressant. Un point pour Jean-Louis. Deuxième question, un peu plus actuelle. Qu'est-ce qui a causé la chute de 6% de l'action Snapchat le 23 février 2018? S'agit-il du changement de logo de l'application, d'un tweet de la vedette américaine de télé-réalité Kylie Jenner ou du rachat d'Instagram par Facebook? La 2. Oui, très bien Dorian. Je ne savais pas si Kylie brancher Jenner télé-réalité. sur les réseaux sociaux?
Elle me suit. Effectivement, c'est fou, mais c'est un message publié sur Twitter de la célébrité Kylie Jenner qui exprime finalement, avec un petit peu de mélancolie, ne plus vouloir utiliser Snapchat, qui fait littéralement dévisser le cours de l'action. À peine publié, en fait, son tweet est devenu viral et a été partagé sur tous les réseaux sociaux du monde. Ses fans ont énormément repris ce tweet et ce 6% de décote de Snapchat entraînera quand même une perte de valorisation de 1,3 milliard de dollars. Voilà. Un point pour Dorian, un point pour Jean. Et là, c'est un peu comme la question numéro 1, si vous voulez. C'est un fait qui n'est pas vraiment très important, qui provoque quelque chose. Et donc, moi, si vous voulez, c'est ce que j'aurais pris après réflexion. Il a été plus rapide. Et j'étais là en train de regarder, bon, c'est qu'est-ce qui est le plus stupide, presque. Vous voyez. Aujourd'hui, Jean-Louis nous fait l'analyse de Non, mais c'est un an de participation à Oui, Truc de mais Patronne. Il c'est a un- tout compris, je crois. la psychologie des marchés. Il faut exact. parfois Ouais, non, mais bien se sûr. demander qu'est-ce En qui grande fait que le forme. marché est plein d'espoir. On se dit, mais c'est trop. Et parfois, il est en plein désespoir, comme il l'a été en 2020, et on se dit, c'est trop, mais pourquoi? Qu'est-ce qui était le plus stupide? C'était vraiment ma logique pour dire 2, tu vois. Exactement. Je recommande à ceux qui nous regardent la lecture d'un excellent dossier du magazine Strike sur les biais comportementaux. En Exactement, finance. c'est vrai. Tout est Sur le site strike-magazine.fr. .fr, exactement. Vous pourrez retrouver le dossier. Sur Un les point biais pour Dorian, un comportementaux. point pour Jean-Louis. Troisième question. Troisième question, encore plus actuelle. Pourquoi l'action Tesla s'effondre de 10% le 1er mai 2020? Est-ce suite à une annonce d'Elon Musk qui trouve que l'action finalement de son entreprise est surévaluée? Est-ce à cause du raté de la démonstration de Cybertruck dont les vitres réputées incassables se brisent? Ou la mort de l'inventeur Nikola Tesla? Attends, La une. puis avant. Ah oui. C'est le jeu, oui. Ah bon, bah alors. La règle du jeu. Attendez, est-ce qu'on peut regarder le ralenti? Je pense que Bruno a légèrement appuyé avant, effectivement. Ah, dans ce Pour sens. être tout à fait honnête. On savait Donc, Bruno, vous êtes éliminé. Je suis Jean-Louis, désolé. allez-y. Oui, mais on le savait tous, là. Donc, C'est là? c'est la une. C'est la une, effectivement. Oh, c'est pas grave. Le président haut en couleur de Tesla annonce qu'il trouve finalement qu'en Ça 2020, va être un sketch. l'action de, Incroyable. Pas de tout à sa fait propre habituel. entreprise est surévaluée, ce qui entraîne bien entendu immédiatement un cours de l'action qui s'est effondré. Ou en couleur, Elon Musk. hein. Oui, c'est l'adjectif le personnalité, plus politiquement correct que j'ai trouvé Exactement. pour le décrire. Jean-Louis, 2 points. Dorian, 1 point. Bruno, vous allez vous rattraper, je suis sûr, sur les 2 dernières questions. Allez, on y va pour la 4e. Qu'est-ce qui a provoqué la chute de l'action française Orpea de 60% en janvier 2022? Est-ce la publication d'un livre qui enquête sur les conditions de vie dans les EHPAD, l'annonce de la réforme des retraites ou la diminution de l'espérance de vie en France? Ah non. Il a buzzé avant. Non, mais Ah. avant Ah, la ils ont fin. buzzé avant, c'est Bruno. Voilà. Bon, bah forcément, La une. la première. Il est faux. Oui, effectivement, ceux qui ont hiberné en 2022 ont peut-être loupé cet épisode, mais Victor Castanet a sorti un livre qui s'appelle Les Fossoyeurs, publié dans la presse, qui a fait énormément de bruit et qui revenait sur les conditions, alors j'allais dire les conditions de détention, c'est pas le bon terme, les conditions, les conditions de soins, de maltraitance des personnes âgées dans leur établissement et qui a fait énormément de mal à Orpea, qui en un an a quand même perdu plus de 90% en bourse. Catastrophe industrielle. Jean-Louis, 2 points. 1 point pour Dorian, 1 point pour Bruno. Question décisive, 5e question. Dernière question. Jean-Louis aime beaucoup cette action. Pourquoi l'action Téléperformance a dévissé de 34% en novembre 2022 S'agissait-il d'une annonce de résultats particulièrement mauvaise, du décès soudain de son directeur emblématique ou bien de l'ouverture d'une enquête sur les conditions de travail des salariés en Colombie? Je dirais Jean-Louis. Ouais, moi aussi. On est Je tous dirais en même Jean-Louis. temps. Bah, tout le monde le sait. Parce que vous avez buzzé avant et que lui a buzzé après. Alors chacun met un doigt et puis, puis on remonte. Alors la réponse. À 3 là. Effectivement, Téléperformance a décroché ce jour-là suite à l'ouverture en fait, d'une enquête du ministère du Travail colombien pour des faits de violation des droits syndicaux, de conditions de travail traumatisantes assorties de bas salaires et ça fait une très mauvaise presse bien entendu. 34%, c'est Téléperformance. massif, massif. Merci à tous. Merci beaucoup Léa Gisekel, merci Dorian Abadi, merci Jean-Louis Cussac, merci Bruno Jaouen pour cette émission. J'encourage nos téléspectateurs à nous envoyer un email sur info@sgbourse s'ils veulent qu'on parle d'un sous-jacent particulier, d'une action ou d'un indice sectoriel ou non. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à la prochaine fois.